Bonjour, chronique BD maintenant, manga, avec le troisième tome de Pline de Mari Yamazaki et Tolimiki, troisième tome intitulé bizarrement Les griffes de Popée. Donc retour à Pline, le manga historique en cours de publication signé Yamazaki Mari, connu pour Thermae Romae, et Miki Tori, portant sur le fameux naturaliste romain, dont la biographie méconnue est ainsi fantasmée dans un contexte où se mêlent habilement le réalisme le plus documentaire et un imaginaire fantasque en fait, car on revient cette fois à cette dimension qui m'avait particulièrement séduit dans le tome 1. C'est peu dire, le tome 2 m'avait nettement moins convaincu. Les thèmes les plus intéressants du volume d'exposition avaient été balayés au profit d'une vague trame tristement banale, et je redoutais que la BD n'aille nulle part. La lecture de ce troisième tome était donc une dernière chance, et elle s'est avérée bien plus convaincante, heureusement. À mes yeux du moins, car tous les retours ne sont pas aussi positifs. Reste que nous avons de nouveau droit à ces dissertations saugrenues de Pline lisant dans le grand livre du monde et prêchant le vrai comme le faux avec plein de guillemets de part et d'autre, c'est-à-dire au regard des acquis de la science moderne. Mais c'est justement une part importante du charme de cette BD que la conviction que Pline, lettré, érudit, avait une approche scientifique des phénomènes, même quand il errait sur les propriétés de telle ou telle plante en guise de remède de bonne femme, ou s'adonnait à sa passion pour les nombreuses vertus des vierges découlant de leur pureté intrinsèque. Toutefois, s'il est un thème ici qui me paraît devoir être mis en avant, et bien plus que la popée animalisée du titre, mais ça j'y reviendrai, c'est le rôle dévolu aux animaux, réels ou imaginaires. Il y a tout un bestiaire qui parcourt ce troisième tome, et je suppose qu'il n'y a rien d'innocent à cet égard à ce que ce volume s'ouvre sur un épisode à hauteur de chat. Gaïa, la chatte de Pline, est notre guide dans sa vaste demeure. Sa curiosité vaut bien celle de son maître, et elle n'est pas à une maladresse près, elle non plus. Mais Pline s'intéresse à bien d'autres animaux qu'aux seuls félins domestiqués. Au fil de l'épisode, nous le voyons traiter aussi bien de ces colosses que sont les éléphants, que des insectes les plus minuscules, avec quantité de créatures entre les deux. Le spectacle des éléphants l'amène d'ailleurs à disserter sur l'homme, finalement pas exclu du règne animal. Cette créature qui est la plus faible de toutes à la naissance, à ce stade, Pline vient de faire la connaissance de son neveu tout juste né, et il se comporte avec lui exactement comme vous pouviez le supposer, mais qui, par la suite, encore que bien tardivement, a l'arrogance de dominer toutes les autres. Ce que Pline condamne à sa manière. Son beau-frère cherche un précepteur pour son bambin. Mieux vaudrait pour lui acheter un éléphant plutôt qu'un esclave, car l'esclave est humain. L'éléphant, le sait-il, est un animal d'une grande intelligence, etc. Mais il y a un paradoxe chez Pline à ce propos, car il a d'une certaine manière pour tâche d'élever l'homme si faible au rang de maître des animaux, en cultivant sa singularité, l'esprit. D'où l'importance cruciale de l'éducation et de l'érudition. C'est bien ce pourquoi il vit. Une dimension intéressante de la BD, mais j'ai aussi apprécié qu'elle revienne sur un bref fragment du premier tome où le bestiaire authentique se mêlait de bestiaire fantastique, au même niveau car Pline n'opérait à cet égard pas de distinction. Le monstre marin humanoïde du premier tome a donc ici des cousins, avec des guillemets. Ainsi cette licorne, dont on dit qu'elle commet des massacres dans les rues de Rome, ce qui est étrange aux yeux de Pline, car les licornes qu'il apprécie sont des créatures de pureté, qui en tant que telles ne peuvent être approchées que par des vierges. Le fantasme de Clès y associant la prostituée Plotina n'en est que plus savoureux. Mais j'imagine qu'intervient ici la symbolique chrétienne de la licorne, car la secte juive fait véritablement son apparition dans ce troisième tome, autour justement des personnages de Clès et de Plotina. Sur le plan graphique, la BD, intelligemment, figure en fait deux représentations de la licorne qui n'ont pas grand-chose à voir. Celle de Plotina est celle que nous connaissons, l'autre emprunte aux descriptions de Pline. Oui, il y a donc chez le naturaliste comme un paradoxe sur l'approche symbolique de l'animal fantastique. Mais il s'agit aussi d'envisager la source de ce mythe, aussi bien chez le narval que chez le rhinocéros. Comme de juste Pline évoque enfin les propriétés médicales de la corne, aphrodisiaque sans doute. Euclès délirant complète d'ailleurs le bestiaire. Il croise également des guivres, ainsi qu'une manticore au terrifiant faciès semi-humain. Des hallucinations sans doute. Mais la BD ne s'en tient pas au seul délire à ce propos. Elle revient à l'approche érudite et scientifique de Pline, plus loin quand la pêche d'un poulpe de taille déjà conséquente l'amène à évoquer d'autres poulpes ainsi que des calmars véritablement colossaux. Et de manière bien vue là aussi, les auteurs en profitent pour glisser quelques allusions, au moins graphiques, aux très étranges créatures enfermées par l'océan et dont l'homme ne sait rien, ainsi de quelques hideux poissons des abysses. Une dimension vraiment très bien vue et qui me parle autrement que les errances du tome 2. On a pu juger ce tome 3 dispersé, mais ce thème animalier constitue pourtant un fil rouge appréciable. Tout certes n'est pas aussi convaincant. Une fois de plus, je tends à croire que c'est le personnage de Clès le problème.
Personnage point de vue correct dans le premier tome, il a considérablement perdu de son intérêt dans le deuxième, avec son amourette pour Plotina qui n'en faisait plus qu'un disciple adolescent tourmenté comme tant d'autres. Ici, Plotina se fait plus discrète, c'est pas plus mal, mais Euclès n'a cependant qu'elle en tête, ce qui paraît suffire tout d'abord à expliquer ses errances nocturnes, relevant plus qu'à leur tour du délire, et qui lui valent quelques sévères bastonnades. En fait, tout cela n'est pas si vain, c'est surtout que cela manque de subtilité eu égard au traitement des autres thématiques de la BD. D'une certaine manière, les auteurs semblent préparer le terrain pour l'incendie de Rome, avec une scène où, hors champ, nous pouvons supposer que Néron et ou ses sbires ont mis le feu au lupanar où travaille Plotina. Ce qui implique aussi d'introduire la thématique chrétienne. On a ici quelques aperçus de la secte juive, et nous savons que Claes a du moins assisté à quelques prêches. Il y aurait matière à tirer des choses intéressantes, dans la mesure où nous le voyons entendre un sermon sur la vanité et au mieux l'inutilité du savoir, un sermon qui aurait de quoi hérisser tous les poils de son maître Pline. Ici, admettons, mais le comportement de Claes demeure pénible dans les faits. Son indécision, qui l'amène presque à rompre avec Pline, gâche deux bons personnages, Silenios et Anna, sur lesquels je reviendrai bientôt, en leur faisant prononcer des discours motivationnels, forcément d'une lourdeur telle qu'on entend presque les violons patriotiques en fond sonore. Il y a mieux à faire, bien mieux. Un autre aspect de ce troisième tome s'avère plus ou moins convaincant, et fâcheusement, il lui confère son titre. Les griffes de Popée ? Passons sur cette animalisation de la femme, qui pourrait faire sens au regard du bestiaire évoqué plus haut. Reste que Popée, dans ce troisième tome, n'apparaît en tout et pour tout qu'une seule fois pour une scène de 9 pages. Et de même pour son impérial amant Néron, qui se contente peu ou prou d'y vomir pour manger davantage. Sans doute Popée montre-t-elle ici ses griffes, car elle veut la tête d'Octavie, mais elle se fait surtout remettre à sa place par un Burrus autrement sage et surtout direct au point de l'insulte. Du coup, Burrus 1, Popée 0. Et c'est sans doute regrettable parce que j'attendais beaucoup du personnage de Popée, que j'avais trouvé très intéressant dans le premier tome. Hélas, au fur et à mesure que la BD progresse, l'ambitieuse maîtresse perd toujours un peu plus de son charisme, ou, pour dire les choses autrement, elle devient tristement banale. Néron, bien sûr, ne vaut pas mieux, et même sans doute encore bien moins. Quoi que les auteurs aient pu en dire depuis le début de la série, notamment dans les commentaires en fin de volume et dans de multiples interviews, leur Néron ne constitue pas vraiment une alternative au détestable empereur dont les historiens romains puis chrétiens ont tiré le portrait à charge. En fait, à ce stade, la dimension politique de la BD est plus discrète que jamais, en tout cas bien plus que dans le décevant tome 2. Ce titre n'en est que plus absurde. Tant mieux donc. En fait, s'il y a des personnages qui brillent dans ce registre, ce sont les sages. Outre Pline lui-même, le très franc Burrus, dont on dit qu'il avait contenu les mauvais penchants de Néron dans les premières années de son règne, et surtout le philosophe Sénèque, leur maître à tous, qui enjoint ici Pline à quitter Rome au plus tôt car sa vie est en danger. Mais il lui emprunte auparavant de la ciguë, car il y en a dans son très riche jardin, c'est juste au cas où. Mais peut-être faut-il surtout mettre en avant dans ce troisième tome des personnages de femmes savantes, en contrepoint tant des vieux sages pontifiants que de la cruauté archétypale de Popée. Que deux de ces personnages occupent un rôle non négligeable dans ce troisième tome, je doute que cela soit totalement par hasard. Pline et son beau-frère arpentent les marchés aux esclaves pour trouver un précepteur pour le neveu du naturaliste. Ils s'y prennent bientôt, il vient à peine de naître. D'où les ruminations de Pline sur les éléphants qui valent bien mieux que les esclaves. Il est vrai que les précepteurs qu'ils croisent sont tellement chargés de rancœur que leur mission éducatrice relève du sadisme pur et simple. Ils battent les enfants qui ne savent pas retenir par cœur la loi des 12 tables. Sans doute vaut-il mieux chercher ailleurs. Et c'est ainsi qu'il tombe sur Anna. La jeune femme grecque et libre vient d'un milieu très éduqué. En fait, son père et son frère ont enseigné au lycée, l'école d'Aristote à Athènes. Rien d'étonnant à cet égard qu'elle sache lire et écrire le grec, le latin et même l'hébreu. Réduite par les aléas de la vie au rôle rémunérateur d'écrivain public, elle fera bien mieux l'affaire que tout autre précepteur. Le beau-frère de Pline l'engage avec la bénédiction du savant, et elle fait tôt preuve de sa sagesse en assurant les deux hommes qu'elle n'enseignera pas la moindre leçon au bambin avant ses 3 ans. D'ici là, elle ne rechignera pas le moins du monde à s'occuper de lui, mais à cet âge, il ne faut pas réprimer ses envies et ses jeux, qu'il bénéficie pleinement de sa liberté insouciante. Anna, bien sûr, jouera à nouveau le rôle de puits de sagesse maternelle auprès de Claes indécis, mais il y faudra encore l'intervention de Silénos pour que le jeune scribe s'acquitte de sa tâche auprès de Pline. Pour le coup, c'est donc un peu du gâchis. Mais nous croisons un autre personnage de femme savante plus loin dans ce troisième tome, alors que Pline et sa suite descendent la voie appienne pour gagner la Campanie et Pompéi. À Herculanum, les voyageurs découvrent que la région souffre d'un problème d'approvisionnement en eau. On a fait venir un ingénieur de Rome pour déterminer la nature du problème et y apporter une solution. Par la force des choses, nous sommes instinctivement portés à supposer que cet ingénieur est un homme, au point en fait où l'on ne se pose même pas la question. Poil de la culture et bien de la langue.
Pourtant, l'ingénieur est bien une femme, et pas n'importe quelle femme. La fille de l'ingénieur que Pline et surtout Félix, qui fait à nouveau ici la démonstration de ses talents martiaux sur un mode pas moins cocasse, que Pline et Félix donc avaient sauvé des brigands dans le Trastevere. Impossible d'en dire davantage pour l'heure, on verra si cela débouche ou pas sur quelque chose. Ainsi que vous l'avez compris, à ce moment du troisième tome de Pline, le naturaliste et ses amis ont délaissé l'atmosphère mortifère de Rome pour prendre soin d'eux au pied du Vésuve, à Pompéi même. Bien sûr, au regard de la biographie authentique de Pline, ce choix n'a rien d'innocent. C'est là que mourra le naturaliste. Or, à peine arrivé à Herculanum, les signes de ce que le Vésuve pourrait se réveiller se multiplient. Pourtant, considérer le Vésuve comme un volcan ne paraît pas forcément aller de soi pour nos personnages. Ce n'est certes pas l'Etna, dont Pline avait étudié l'éruption au tout début de la série, et c'est là qu'il avait rencontré Euclès au passage. Mais oui, les signes sont là, des tremblements de terre, l'apparition de sources chaudes, l'agitation éloquente des insectes, ou la mort subite d'un troupeau de moutons, que Pline explique à bon droit par les vapeurs toxiques. Une éruption pour bientôt? Les auteurs en jouent, bien sûr, mais contrairement à ce que certains articles çà et là me semblaient avancer, il ne s'agit pas des signes avant-coureurs de l'éruption dans laquelle Pline est destiné à mourir, à moins que les auteurs ne se livrent à des jeux temporels de type SF. Le naturaliste périra en 79, quand le Vésuve anéantira Pompéi et Herculanum. Ici, nous sommes près de 20 ans plus tôt, comme le premier tome l'avait clairement posé. Et de toute façon, cette éruption fatale n'aura lieu que 11 ans après la mort de Néron, en 68. Et nous n'en sommes visiblement pas là. Il s'agit plutôt de préparer le terrain, j'imagine, mais à très long terme et surtout à titre symbolique. En ce qui me concerne, c'est très bien vu. Comme l'est globalement ce troisième tome de Pline, qui me paraît bien meilleur que le précédent, lequel m'avait presque décidé à lâcher l'affaire. Les retours que j'ai pu lire sur ce troisième tome ne sont pas tous aussi enthousiastes. On a pu lui reprocher d'être dispersé et en même temps trop dense. Ce qui se défend. Mais au moins, j'ai l'impression que la BD va quelque part. Ce n'était pas du tout le cas au sortir du tome 2. Et dans une direction qui me paraît être la bonne. En effet, si le traitement du thème politique ne cesse de perdre en intérêt, ce que je déplore, surtout pour l'intrigant personnage de Popée qui me paraît toujours un peu plus gâché, le retour au premier plan de la science de Pline, dans ses gloires comme dans son pittoresque, me rassure et me laisse espérer le meilleur pour la suite. Le bestiaire ici m'a particulièrement séduit. C'était une approche dont je n'étais pas certain qu'elle serait approfondie par les auteurs au-delà du monstre marin humanoïde du premier tome, mais ils l'ont fait et de manière habile et rusée. Enfin, ajoutons que la BD fait davantage preuve d'humour, mais dans le ton, c'est une dimension très appréciable. Le niveau remonte, et mon adhésion avec. Du coup, suite au prochain épisode.